Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre webinaire Agicap. Voilà la thématique du jour, quel scénario mettre en place pour ma trésorerie. Alors rapidement, on va commencer assez rapidement. Juste, n'hésitez pas à utiliser le chat si jamais il y a des problèmes de son, des problèmes d'image, à nous faire remonter que voilà, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à le faire remonter. Rapidement, par rapport à ce webinaire, tout va être enregistré. Vous allez recevoir le lien du replay par mail ainsi que la documentation utilisée. Une fois de plus, utilisez le chat pour tout ce qui est remarques et tout ce qui est questions. Dans le petit onglet questions, ça nous permettra en fait de départager vraiment les deux. Tout ce qui est chat, moi je surveille que techniquement tout se passe bien et les questions sont à la fin avec Justine et Clément. Voilà. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, ça va être très simple. Nous, Agicap, qu'est-ce qu'on fait? On a un outil automatisé de gestion de trésorerie pour les PME et startups. Voilà, donc notre offre s'axe sur trois branches principales, le suivi de trésorerie, le prévisionnel et tout ce qui est reporting et collaboration. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas la question aujourd'hui, mais si jamais il y en a que ça intéresse ou la question se pose si vous avez une nécessité ou voulez en savoir plus sur l'outil, n'hésitez pas à faire une demande de démo sur le site ou à contacter notre équipe via le chat. Voilà, ça sera très très simple. Alors, pour ce qui est du programme aujourd'hui, on va d'abord voir dans un premier temps en fait les impacts de la crise sur votre prévisionnel. Dans un deuxième temps, quel type de scénario en fait vous allez devoir dresser. Et ensuite, on interviendra un petit peu sur toutes les questions-réponses pour vous apporter un maximum d'informations à ce sujet-là, que ce soit d'un point de vue technique ou stratégique, etc., etc. Toutes les questions ne pourront pas être traitées aujourd'hui, je pense, parce que en fait, on fait ça un petit peu dans le prolongement de notre dernier webinaire sur la protection de la trésorerie en temps de crise. Il y avait un gros flux de questions. On est déjà en cours. On remonte au cas par cas les questions qu'on traite et on recontacte en fait toutes les personnes qui nous ont laissé des questions un petit peu plus complexes qu'on peut pas aborder directement. Donc pas d'inquiétude, on a du coup mis en place une hotline demain 11h30. Je vous enverrai le lien via le chat plus tard. Voilà, avec Justine qui pourra répondre à toutes vos questions si vous avez vraiment des points spécifiques à aborder, spécifiques à votre cas, votre industrie, etc., etc. Donc voilà, si besoin, on fait toute une hotline pour entrer dans le détail demain 11h30 et puis aujourd'hui on traitera quand même des questions liées au scénario. Et bien sûr, on a aussi créé un Slack qui serait en fait un lieu d'échange, qui est un lieu d'échange pour que vous puissiez en fait poser toutes vos questions relatives à vos enjeux de trésorerie, à l'actualité, etc., etc., et que vous puissiez interagir en fait entre vous pour ceux qui ont de l'info, la transmettre. Et évidemment, nous, dès qu'on a plus de ressources, plus d'informations, on vous la transmet aussi. Alors aujourd'hui, pour entrer dans le sujet, voilà, donc en speaker, vous avez, merci, vous avez Sébastien et Clément, les deux cofondateurs d'Agicap, pour vous apporter une vraie expertise sur l'utilisation et la mise en place de scénarios, quoi, quand, comment, pourquoi, etc., etc. Et Justine, qui est Customer Intelligence Manager chez nous et qui pourra vraiment vous aider sur toutes les questions techniques également et administratives liées à l'actualité. Voilà, je passe la main à Seb et moi je bascule sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Merci, merci Fred pour cette introduction. Alors, pour introduire ce webinaire, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Alors, je ne vais pas vous refaire le pitch sur la crise actuelle. Comme vous savez, elle est inédite à la fois de par son ampleur. C'est vraiment toute l'économie qui a été stoppée net et qui, du coup, est gelée, mais aussi inédite parce que en termes de durée, c'est vraiment très difficile de prévoir combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 2 ans? Personne n'est capable de savoir, notamment du fait que la crise sanitaire risque de suivre une crise économique. Et donc voilà, il y a une forte incertitude. Et du coup, dans ce contexte, ce qui nous semblait indispensable pour se préparer à ce qui arrive, c'est du coup de prévoir, de faire des scénarios. On va pas être
on va pas forcément être capable de scénariser la bonne chose, de trouver la bonne solution, mais plus vous arriverez à anticiper, mieux vous serez préparé et mieux vous serez en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc un peu l'idée générale qu'on souhaite vous faire passer, c'est au travers de ce webinaire, c'est de dire préparez-vous au pire en espérant qu'il ne se produise pas, mais en se préparant à ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises et vous parviendrez à prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors peut-être pour vous donner les objectifs de ce webinaire, il est double. Donc la première, c'est vous montrer comment faire vos prévisions pour vous permettre de vous adapter et prendre les bonnes décisions dans cette période de crise. Et ça doit vous permettre, deuxième objectif, de maximiser à la fois vos chances de survie pendant la crise. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire comment il va se tirer de la crise, à mon sens. Mais surtout, plus que survivre à cette crise, c'est vous donner les moyens d'en sortir avec des réserves de cash si possible pour ensuite vous relancer. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. La méthode qu'on vous propose, c'est de repartir de votre dernier prévisionnel de trésorerie que vous auriez construit. Si vous n'avez pas encore construit de prévisionnel de trésorerie jusqu'à présent, que vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à nous solliciter par ailleurs, on peut vous aider sur ce point-là. Vous avez aussi des modèles à télécharger gratuitement sur notre blog si vous ne savez pas comment construire votre prévisionnel de trésorerie. Donc, on va repartir du prévisionnel existant. 2, on va vous montrer comment adapter la partie revenu. Je pense que la clé vraiment dans les prévisions, c'est de bien prévoir qu'est-ce qui va rentrer ou surtout ce qui ne va pas rentrer dans les prochaines semaines pour savoir un peu combien de temps vous pouvez tenir. Donc, on va adapter la partie revenu. Sur cette base-là, on va vous montrer comment appliquer les mesures que vous êtes à peu près certain de pouvoir appliquer, à savoir le décalage des échéances URSSAF, à la fois cotisation sociale et patronale, mais aussi le rééchelonnement du prêt, le gel de certaines dépenses qui ne sont pas essentielles à la vie de l'entreprise. Donc, on va appliquer ce qu'il y aura de certain, et ça, ce sera un petit peu notre scénario de base en temps de crise. Et sur cette base-là, on vous montrera comment faire d'autres scénarios un peu plus évolués. Qu'est-ce qui se passe si je parviens à obtenir un financement de 150 000 euros? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à mettre en place le chômage partiel pour 50% de mes effectifs? Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à aller figer d'autres types de dépenses, à négocier un gel de mon loyer, etc., etc. Donc, c'est vraiment la méthode qu'on vous propose. Pour appliquer cette méthode, on va vous proposer de faire ça sur l'interface Agicap. Encore une fois, si vous avez un plan de trésorerie qui est fait sur Excel, ça marche très bien aussi. L'idée ici, c'est pas de vous présenter la solution, l'outil Agicap, mais plutôt de vous montrer la méthode. Le principe est le même, encore une fois, si vous souhaitiez le faire sur Excel. Voilà pour mon introduction. Je repasse la main à Clément qui va vous faire la présentation des scénarios. Parfait. Alors pour ce faire, je vais juste changer de page. Ça, c'est la partie transition. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. J'ai changé de page. Alors là, comme a dit Sébastien, on va modéliser, ajuster le prévisionnel de trésorerie alors sur Agicap, mais encore une fois pour plus de visibilité et d'homogénéité. Encore une fois, si vous l'avez sur Excel, vous allez voir, c'est sensiblement similaire. Donc, juste pour que tout le monde soit clair, il y a à la fois des utilisateurs et des gens qui ne sont pas utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez l'évolution de votre trésorerie à venir. La ligne bleue représente l'évolution de votre trésorerie ces prochains mois, par écart, par différence des encaissements, les colonnes vertes, et les décaissements, les colonnes rouges. Donc, vous voyez, dans un mois donné, quand j'ai plus de décaissements que d'encaissements, ben, naturellement, la courbe bleue baisse. En dessous, je retrouve dans mon tableau l'ensemble des encaissements, donc les plus sur la partie haute, et l'ensemble des décaissements, les moins sur la partie basse. Donc de votre côté, j'imagine que vous aussi, vous avez une arborescence ici qui est adaptée à votre secteur d'activité et qui reprend vos natures d'encaissement et de décaissement. Alors, comme l'a dit Sébastien, premier temps, sur votre scénario, sur votre scénario de base, sur votre scénario principal, on va appliquer une baisse des revenus assez radicale, assez drastique pour se préparer au pire.
Pour ce faire, vous allez en fait modifier vos hypothèses de vente prévisionnelle. Alors sur Agicap, il suffit d'appuyer sur ce bouton sur la droite et là s'affichent des montants que je peux modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va opérer une baisse assez drastique des revenus prévisionnels de l'ordre de 70%. Donc ici, pour cette société qui fait aux alentours de 100 000 euros de ventes mensuelles, je vais appliquer des ventes aux alentours de 30 000 euros à partir d'avril, que je vais, sur une période indéterminée, la crise étant très incertaine, appliquer à tous les mois. Pour le mois de mars, je vais juste mettre l'équivalent de ce que j'ai déjà encaissé à date, mais ne pas mettre d'objectif de vente supplémentaire. Alors peut-être en complément du coup sur cette partie-là, ce que vient d'expliquer Clément, l'objectif ici, vous l'aurez compris, c'est pas d'être le plus réaliste possible, le plus précis possible dans les prévisions, mais c'est plutôt de tenir compte du fait qu'on a de l'incertitude. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire de manière certaine combien de temps va durer le confinement, combien de temps va durer l'activité, finalement le gel de l'économie française, internationale. Et donc la démarche qu'on vous propose, dans un premier temps, c'est plutôt de vous dire, OK, si jamais je gèle ou si en tout cas je ralentis fortement la partie de mes revenus pour une durée indéterminée, combien de temps je vais avoir en cash, combien de temps je vais pouvoir tenir. C'est vraiment l'objectif de cette démarche. Donc dans cet exemple, je peux tenir encore 1 mois et demi. À partir du mois de mai, je me retrouverai en négatif. Voilà, avec du coup 1er juin, un solde négatif aux alentours de moins 50 000 euros. Étape 2, on va appliquer à ces prévisions, à cette baisse assez significative, des mesures mitigatoires que vous savez applicables de manière assez quasi certaine et voir du coup l'impact positif que ça peut avoir sur votre trésorerie. Donc trois effets principaux que vous avez certainement déjà mis en place. Premier effet, premier levier sur lequel vous avez à exploiter, le levier, c'est l'URSSAF. Donc là, j'ai une catégorie qui s'appelle rémunération. J'ai des sous-catégories, donc mes salaires nets, mon URSSAF, mes retraites. Donc sur l'URSSAF, ce qu'on va faire, c'est que on va geler du coup le paiement de l'URSSAF pour le mois d'avril. Le mois de mars ayant peut-être déjà été payé par certains d'entre vous, vous pouvez à ce titre, sauf erreur de ma part, demander à rejeter le paiement auprès de votre conseiller bancaire. Mais dans cet exemple précis, on va le laisser et on va du coup geler les paiements à partir du mois prochain, et ce du coup sur les 5 prochains mois. Donc, pour rebondir sur ce que disait Clément sur la partie URSSAF, deux situations. Soit vous avez déjà payé votre échéance URSSAF, donc le paiement du mois de février payé au mois de mars. Dans ce cas-là, vous pouvez demander un remboursement auprès de votre URSSAF. Soit vous ne l'avez pas payé, vous avez demandé à vous ne l'avez pas déclaré ou en tout cas vous n'avez pas fait le paiement, et auquel cas vous pouvez mettre cette ligne-là également à zéro au mois de mars. Point d'attention, vous voyez en dessous du mois, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois, ça permet de rebondir dessus. Vous voyez qu'en dessous de la ligne URSSAF, il y a également le prélèvement à la source. Donc ça, c'est l'argent que vous percevez en tant qu'organisme collecteur. Donc vous prélevez le prélèvement à la source auprès des salariés qui est reversé à l'État. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas figer. Cet argent est dû à l'État. Si vous ne le payez pas tout de suite, vous risquez un redressement. Donc autant sur l'URSSAF, les cotisations sociales et patronales, vous pouvez les figer, les geler le paiement, le reporter à plus tard. Autant sur le prélèvement à la source, vous ne pouvez pas le faire sans risquer un redressement. Donc, premièrement, on joue plutôt sur l'URSSAF, cotisation sociale et patronale. Deuxième levier que vous pouvez actionner, c'est si vous avez des prêts actuellement à rembourser, geler, décaler le remboursement de ces échéances. Idem, ici, j'ai une ligne prêt qui rend compte de mon remboursement mensuel. Donc, je vais geler les 6 prochaines échéances. Idem, l'échéance du mois de mars sera plus ou moins facile à geler. Là, on est à peut-être que vous l'avez déjà payé, ou on est étant à 10 jours de la fin du mois, ça peut être compliqué. Donc, on va, pour cet exemple précis, juste travailler sur les 6 prochaines mensualités.
Donc pareil, 2 options sur cette partie prêt. Soit c'est un prêt que vous remboursez auprès de la BPI et normalement d'eux-mêmes, ils ont suspendu les échéances. Ils ont dû vous envoyer un nouvel échéancier. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter votre conseiller auprès de la BPI. Et donc les échéances BPI sont systématiquement gelées ou en tout cas systématiquement gelables. Si jamais vous avez des remboursements de prêts auprès d'une banque traditionnelle, voire même auprès d'un crédit bailleur, ils sont au courant, donc normalement, vous devriez avoir aucun mal à réétaler, à rééchelonner ce prêt, pour en tout cas le figer sur ces prochaines semaines et sécuriser votre trésorerie. N'hésitez surtout pas à le faire. Par contre, attention, les conseillers bancaires sont très sollicités en ce moment, donc faites votre demande au plus vite pour espérer pouvoir figer, sécuriser au moins les paiements du mois de début avril. On est déjà le 20 mars est déjà passé, donc notamment pour tous ceux qui remboursent leurs prêts en début de mois, n'hésitez pas à faire la démarche rapidement pour être sûr de ne pas avoir cet argent à décaisser début avril. Geler l'URSSAF, décaler les échéances de votre prêt. Enfin, très facilement actionnable et avec un impact direct, couper toutes les charges assez flexibles. Donc ici, j'ai un poste dépenses marketing dans lequel j'ai des sous-catégories où j'ai des dépenses relatives à des salons, à de la pub et de la communication diverse. Donc là, ce que l'on vous recommande, c'est vraiment de couper un maximum ces charges-là dans la mesure du possible. Donc, pour mes salons, je vais annuler mon salon d'avril ici. Je vais laisser celui de septembre. Pour la pub, idem. Donc là, je vais cesser complètement de faire de la publicité. Et mes communications diverses, idem, je vais geler les dépenses en ce sens. Donc là, vous l'avez compris sur cet exemple, c'est un exemple sur les dépenses marketing. Là, l'idée derrière cet exemple-là, c'est que vous, de votre côté, essayez d'identifier dès à présent les dépenses qui ne sont pas essentielles, notamment en cette période d'activité restreinte. Toutes les dépenses que vous pouvez couper au moins à court terme, que vous pouvez couper rapidement, c'est des choses qui permettront de sécuriser votre trésorerie. Et même si vous avez un peu de marge qui vous permettent de tenir de manière sereine sur les quelques semaines de confinement qu'on aura devant nous, tout l'argent que vous arriverez à économiser pendant cette phase-là, c'est aussi ce qui vous permettra de redémarrer lorsque l'économie reprendra, d'avoir des moyens vraiment pour accélérer à ce moment-là. Exactement. Dans l'exemple concret, on voit qu'on a gagné à peu près un mois de vie en cash, puisqu'on a décalé du coup le dépassement de notre seuil jugé critique à la fin du mois de juin, donc au milieu de l'été. Donc voilà pour le scénario central que vous devez mettre en place en appliquant à la fois une baisse de revenus importante et, et l'impact direct de la baisse des charges qui ont un impact direct, donc l'URSSAF, en premier lieu le remboursement des prêts bancaires et couper les charges qui sont à votre main au maximum. Sur cette base-là maintenant, on va créer un scénario pour modéliser l'impact en trésorerie d'autres actions qui seraient à votre main. Donc, dans Agicap, c'est assez aisé. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton en haut à gauche. Donc là, je vais créer un scénario 1 où je vais mettre plus de charges coupées. Donc, sur ce scénario, maintenant, je vais appliquer. Excuse-moi Clément, excuse-moi Ouais. de te couper. Est-ce que tu peux peut-être zoomer un tout petit peu davantage, un petit peu plus, zoomer davantage. Voilà, tu, tu fais CTRL 0 sinon sur ton clavier, comme ça les gens verront mieux. Voilà, c'est très bien, merci. Donc là, du coup, l'idée, ça va être de pouvoir jouer sur d'autres leviers exploitables. Donc, en premier lieu, vous en avez entendu parler, le loyer. Vous pouvez négocier du coup auprès de votre bailleur le décalage du paiement des loyers. Donc, dans mon cas précis ici, j'ai bien une catégorie qui rend compte des dépenses du loyer. Donc, je vais supprimer les paiements de mon loyer pour les 4 prochains mois en guise de gel. Idem pour le mois de mars, je ne vais pas le prendre en compte, le mois étant bientôt fini.
Autre levier que vous pouvez exploiter, Alors peut-être simplement sur cette partie loyer, pour vous donner quelques précisions, parce que le gouvernement de son côté a donné des précisions ce week-end. Donc ce week-end, il y a nouveaux éléments qui sont sortis de manière officielle. Donc deux situations pour vous. Si vous êtes une entreprise qui est considérée comme étant une micro-entreprise au sens légal du terme, c'est-à-dire si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés qui réalisent moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, le gel finalement du paiement des loyers, des paiements aussi d'électricité, de gaz vous est quasiment acquis. Donc normalement, on peut difficilement vous le refuser. Par contre, si vous êtes une entreprise plus grosse, dans ce cas-là, il n'y a rien de systématique qui est fait. C'est vraiment, ça va être du gré à gré, de négocier avec votre bailleur. Après, il faut faire appel. Finalement, plus votre bailleur sera gros, plus vous avez une chance importante de bénéficier de ce gel du loyer, en tout cas de ce rééchelonnement du loyer. Il vaut mieux pour votre bailleur que vous le payiez un petit peu plus tard plutôt que pas du tout en faisant faillite. Mais attention, si vous êtes une entreprise de plus de 10 personnes ou qui fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas automatique. Le gel du loyer n'est pas automatique, pas systématique. exactement sur les mêmes prérogatives du gouvernement et l'EDF et Gaz. Donc pour les sociétés à faire à 2 millions de chiffre d'affaires, il y aura un décalage du paiement auprès de votre fournisseur. Donc là, pour cette ligne relative à ce paiement, cette nature de paiement, je vais supprimer mon échéance. Ici, je suis trimestrialisé. Peut-être que vous êtes mensualisé. Dans mon cas ici, je suis trimestrialisé, donc je supprime juste l'échéance de juin. Une nouvelle fois, on insiste, négocier avec votre fournisseur le gel de ce paiement. Troisième levier que vous pouvez actionner, ça va être au niveau des retraites. Là encore, vous pouvez appeler votre caisse pour faire le point sur le gel du paiement de retraite. Ici, je suis trimestrialisé dans mon exemple, donc je vais geler le paiement de juin. Peut-être que vous avez déjà payé votre échéance de mars. Si c'est le cas, vous pouvez là encore, ou si c'est pas encore le cas, appeler la GIRCO et négocier avec eux le paiement du mois de mars. Donc voilà, plusieurs natures de dépenses sur lesquelles vous avez des leviers sont à exploiter pour réduire un maximum les coûts, avec un petit travail à faire d'appel de vos fournisseurs respectifs pour expliquer la situation et geler les paiements. Donc sur ce scénario-là, on voit que voilà, de nouveau, je suis parvenu à gagner une espérance de vie en cash de l'ordre de 3 semaines, ce qui est loin d'être négligeable. Maintenant, on va faire un nouveau scénario qui serait du coup l'accès à un financement. Donc je vais en plus du coup de ce scénario-là réaliser un financement bancaire. Donc vous le comprendrez, c'est un scénario qui est incrémental, donc qui vient s'ajouter au premier scénario, en considérant que vous avez fait ce que vous pouviez faire en termes de réduction des charges. Et donc en plus, c'est dans l'hypothèse où vous parviendriez à avoir un financement, soit auprès d'un acteur bancaire, soit auprès de la BPI. Voilà, Sébastien l'a dit, il y a un effort important du gouvernement qui a été mis en place pour refinancer l'économie et les entreprises. Donc là, rapprochez-vous en premier lieu de votre conseiller bancaire qui fera l'intermédiaire auprès de la BPI pour à la fois aller chercher un financement ou négocier un découvert autorisé. Pardon, je rebondis juste là-dessus pour préciser. Donc, Ouais. le conseiller bancaire ne fera pas l'intermédiaire auprès de la BPI. Soit vous arrivez à obtenir un financement auprès de la banque qui est garanti par la BPI à hauteur de 90%, soit sinon, c'est directement auprès de la BPI si vous cherchez un financement directement auprès de la BPI. À ce titre, il y a un numéro vert de la BPI qu'on pourra vous donner sur le chat pour pouvoir les appeler en direct. Faites-le le plus rapidement possible. Les services vont vite être saturés et ce, quel que soit votre niveau de trésorerie actuel. On a entendu quelques entreprises qui nous disaient mais aujourd'hui j'ai encore de la trésorerie. Personne ne sait comment ça va avancer, comment la crise va se prolonger. Donc faites du zèle là-dessus, allez chercher des financements dès à présent. Donc dans mon cas ici, je vais modéliser l'impact en trésorerie d'accès à un financement.
Donc je vais être assez conservateur. Il parle d'un mois entre l'acceptation, dis-moi si je me trompe, Sébastien, du prêt et le versement des fonds. Donc c'est ça, la BPI communique sur un tout petit peu plus d'un mois et ils disent qu'ils sont capables d'étudier les dossiers, de vous donner une réponse en 2 semaines et demie. Et ensuite, il faut compter 2 semaines additionnelles pour obtenir le financement. Et donc ça, c'est ce à quoi ils pouvaient s'engager jusqu'à présent. En pratique, compte tenu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de demandes qui risquent d'être faites, qui sont en train d'être faites, il n'est pas à exclure que la demande prenne beaucoup plus de temps. Nous, ce qu'on vous recommande vraiment de faire, c'est d'être conservateur, si vous pouvez en tout cas, dans vos prévisions, se dire que le financement, même si vous faites la demande maintenant, cette semaine, dans une semaine, que le financement prenne 2 mois, 3 mois pour arriver sur votre compte en banque. Encore une fois, il vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Donc là, du coup, je vais, on est en vision trésorerie, hein, modéliser le versement des fonds sur mon compte en banque en juillet. Et on voit tout de suite l'impact sur ma trésorerie de cet accès au financement dans une catégorie que j'ai appelée financement bancaire. Bien entendu, oui, oui. Pardon. Il y a une des questions qui nous est souvent remontée, c'est finalement quel montant de financement de trésorerie je peux aller demander, voilà, quels sont les ordres de grandeur qu'on peut aller chercher. Alors, on n'a pas la réponse il n'y a pas de réponse standard parce que finalement, c'est au cas par cas et quelle que soit votre demande, elle sera étudiée en comité, elle passera en comité, soit bancaire, soit au niveau de BPI. Ceci étant dit, donc Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale et qui est aussi qui dirige aussi la fédération bancaire, l'association de la fédération française bancaire en ce moment, a donné des éclaircissements aujourd'hui sur ce sujet. En ordre de grandeur que vous pouvez chercher en termes de financement de trésorerie, il parlait de 3 fois mois. le montant de chiffre d'affaires mensuel. Voilà, si dans notre exemple, on est sur un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 100 000 euros, bah, les financements en trésorerie qu'on pourrait aller chercher sont de l'ordre de 300 000 euros. Ça, c'est le maximum de ce que vous pourriez espérer aller chercher, en tout cas, en termes de financement de trésorerie à date. Alors bien sûr, on va modéliser les remboursements d'emprunts relativement à cet accès bancaire, à cet accès à un financement. Donc là, dans ma catégorie prêt ici, je vais à partir du mois d'août modéliser des remboursements d'emprunts. Donc je vais modéliser 3 000 euros. Et puis, comme j'avais déjà un autre emprunt de l'ordre de 6 000 euros, je vais monter mes mensualités. Du coup, 6 000 plus 3 000 à 9 000 euros ici. Donc on voit bien ici, dans ce cas précis d'accès à un financement, où il y a un vrai appel d'air et on limite le risque au maximum au milieu d'été à se retrouver en cash, en pénurie de cash. Et du coup, on parvient à passer l'été en espérant du coup fin septembre un redémarrage de l'activité pour repartir. Peut-être point d'attention par rapport à ça, vous voyez que dans cet exemple-là, mais je pense que ce sera le cas de beaucoup d'entreprises, avec un point bas en cash qui risque d'être assez bas. Vous voyez, en termes de marge de manœuvre, on est limité, on est à 12 000 euros dans cet exemple. Un autre levier à ne pas sous-estimer, qui peut être un petit peu plus facile à mettre en place, essayez de contacter vos conseillers bancaires pour mettre en place ou pour augmenter votre découvert autorisé. De la même manière que les prêts des banques sont contre-garanties par la BPI, c'est aussi le cas des découverts. Lorsqu'une banque vous fait un découvert bancaire, son risque est limité. La BPI peut mettre sa garantie jusqu'à 90%. Donc, c'est un levier complémentaire auprès de trésorerie qu'il ne faut pas sous-estimer. Essayez d'aller le négocier le plus vite possible. De la même manière, les conseillers bancaires risquent d'être assez chargés. Donc, le plus vite vous demanderez et le plus vite vous pourrez l'obtenir. Alors, on va faire un dernier scénario qui est la mise en place du chômage partiel. On le met en dernier parce que c'est un scénario sur lequel plane aujourd'hui pas mal d'incertitudes. Il y a eu déjà quelques cas des dossiers qui ont été refusés au niveau de la directe là-dessus. Donc voilà, privilégier ce scénario en troisième plan, entre guillemets, relativement au levier dont on a parlé précédemment. Voilà, pour éclaircir sur ce point des refus de la directe, il y a donc 2 situations pour le chômage partiel. Soit vous êtes dans le cadre d'un établissement qui est complètement fermé pour des raisons sanitaires. Si vous êtes un restaurant, si vous êtes un hôtel, si vous êtes un théâtre,
qui est complètement fermé, là, dans ce cas-là, vous êtes sûr d'être éligible au chômage partiel. Et donc, c'est même une simulation que vous pouvez réintégrer dans votre scénario de base, l'activation de ce chômage partiel. Si par contre, vous êtes sur une activité qui est indirectement touchée par la crise sanitaire, par le confinement, dans ce cas-là, vous n'êtes pas sûr à 100% d'être éligible au chômage partiel. Comme disait Clément, il y a déjà eu des cas de refus, notamment pour tous les salariés en, qui sont au forfait. Alors, le gouvernement est en train de légiférer là-dessus, ça devrait être un peu plus clair. Mais tant qu'il n'y a pas de réponse définitive, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la demande tout de suite. Par contre, en termes de simulation, si on veut être conservateur, il vaut mieux l'intégrer en dernier lieu. Alors du coup, pour ce cas précis, on va considérer du coup sur vous voyez, un total de salaire net aux alentours de 30 000 euros par mois, que 50% de la masse salariale a été mise au chômage partiel. Donc on va travailler sur un chômage partiel sur 15 000 euros de salaire net auquel du coup vous allez verser que 84% du salaire net dans le cas de cette mise en place. Donc là, dans mon cas précis, à partir du mois d'avril, je vais décaisser 27 500 euros tous les mois. Et comme le disait euh, euh, Sébastien, en plus de l'accès à ce dispositif, on n'est pas vraiment certain de l'horizon à partir duquel l'État va pouvoir réaliser ces remboursements. Donc nous, dans notre cas, on va être assez conservateur et on va réintégrer du coup ces remboursements à partir de juillet. Donc c'est pas un financement bancaire, pardon. Je vais le mettre dans divers ici. 13 500. Donc, pour vous rappeler le mécanisme en cas de chômage partiel, d'ailleurs, attention, le chômage partiel n'est pas une solution, n'est pas forcément la solution qui favorise le plus votre trésorerie. Elle vous donne plutôt des marges de manœuvre après. Mais en cas de chômage partiel, les salariés que vous mettez au chômage partiel, dès à présent, vous continuez à les payer. Vous les payez un petit peu moins. Donc, pour un salarié qui est complètement au chômage partiel, sauf s'il est au SMIC, mais donc vous payez 84% de son salaire net. S'il est au SMIC, c'est 100% de son salaire net tout de suite. Vous continuez à lui payer, vous continuez à décaisser de la trésorerie d'un point de vue purement trésorerie. Et ensuite, donc ça c'est sur ce qui se passe tout de suite. Et ensuite, si le chômage partiel est accepté par la directe, vous obtenez un remboursement de l'État. Alors jusqu'à présent, le remboursement arrivait au bout d'un mois. Compte tenu du volume qu'ils vont avoir à traiter, c'est un peu la même chose que sur les banques. On préconise plutôt d'être conservateur en disant que ça rentrera peut-être un petit peu plus tard. Du coup, 13 500, hein, vous l'avez compris, c'était que sur la base de la moitié du personnel qui a été mis au chômage partiel et donc le remboursement effectif à partir de juillet. Dans ce cas précis, on peut voir que on peut superposer l'ensemble des scénarios. Si je compare avec mon scénario où je n'avais pas mis en place de chômage partiel, on voit que je parviens à gagner 2 mois si remboursement il y avait à partir du mois de juillet. Donc les scénarios peuvent être superposés dans Agicap, ce qui vous permet en fait d'appréhender le risque relativement à telle ou telle hypothèse afin de prendre les bonnes décisions. Point qui est très important, chaque jour, de nouvelles décisions vont être mises à jour, vont être données par le gouvernement, de l'intérêt du coup de mettre à jour très régulièrement vos prévisionnels de trésorerie et de réajuster, recalibrer vos hypothèses pour refaire le point sur les risques attenant au prolongement de cette crise. À ce titre, par rapport à Excel, du coup, Agicap va automatiser les mises à jour au quotidien puisqu'il sera connecté avec vos comptes en banque, ce qui mettra à jour vos prévisionnels à fréquence journalière. Donc, vous pourrez vous focaliser sur non pas la mise à jour du réel, mais sur ce type de simulation qu'on vous a montré aujourd'hui. Donc voilà pour les scénarios qu'on préconise dans le cadre de cette crise. Est-ce que Sébastien, tu as des choses à rajouter Non, c'est tout bon pour moi, merci. Parfait.
Du coup, si vous le voulez bien, on va passer peut-être aux questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a sur le chat ou si on a répondu. Il y a eu quelques questions justement, Clément, pour continuer sur les scénarios, sur le fait que après, à la fin du décalage, du coup, il fallait remettre les charges une fois qu'on sortait du gel du coup des 6 mois en question. Ok, alors tout à fait, c'est un très bon point sur lequel on n'a peut-être pas été assez didactique. Alors, il y a deux choses. Première chose, déjà sur le fond, pour que ce soit clair pour tout le monde, à ce stade, on ne parle que de décalage, de report de charges. Et c'est même le cas sur l'URSSAF. Aujourd'hui, c'est pas une suppression des cotisations sociales et patronales, donc ils vont bien devoir être payés. C'est la même chose sur les loyers, c'est la même chose sur toutes ces choses. Dans le scénario qu'on vous a proposé ici, c'était un scénario qui était un scénario vraiment très, enfin, un peu pessimiste, qui est de dire, je ne sais pas pendant combien de temps va durer le confinement, je ne sais pas pendant combien de temps va durer la baisse des revenus. Et comme vous avez vu, les hypothèses sur côté baisse des revenus, on les a poussées de manière sur une durée indéterminée. Une manière un peu plus. Donc, dans ce contexte où on n'a pas pris d'hypothèse sur nos revenus, enfin, de réaugmentation de nos revenus, on n'a pas non plus relissé les charges de loyer qui allaient être réétalées, les prêts qui allaient durer plus longtemps. Une autre manière de faire ces mêmes scénarios, c'est plutôt de se dire, bah, je vais prendre une hypothèse de baisse forte de mes revenus seulement pour les 4-5 prochains mois. Et dans 4-5 prochains mois, je vais avoir mes revenus qui vont réaugmenter. Et à ce moment-là, je vais aussi faire réaugmenter mes loyers, puisqu'il va falloir prendre en compte les quelques mois de loyer précédents qui n'ont pas été pris en compte. Je vais devoir reprendre en compte aussi peut-être une augmentation de l'URSSAF, parce que ce que je n'aurais pas payé, il va falloir que je le réétale sur les prochains mois. Mais ce qu'on peut estimer, ce qu'on peut estimer, ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation forte de l'URSSAF tant que la crise sanitaire au moins n'aura pas été absorbée. Ok, très bien. Peut-être Justine, tu avais préparé quelques questions qui avaient été posées en amont. On peut peut-être commencer là-dessus et ensuite enchaîner sur les autres questions. Ouais, alors les questions concernaient moins les scénarios que celles peut-être qui sont les là. dispositifs. Oui, c'est ça. Plus sur les dispositifs en eux-mêmes. Donc, on avait une question de Fabrice, notamment sur les relations bancaires, comment faire si on avait des soucis, et chômage partiel, comment faire. Je pense que le chômage partiel, tu as répondu en partie, mais on peut répondre rapidement. Et après, on retournera peut-être plutôt sur des questions typiquement sur les scénarios. En cas de problème sur les demandes de crédit bancaire, on peut faire appel à la médiation du crédit. Donc ça, c'est un dispositif public qui va vous permettre d'avoir du coup un médiateur qui qui va en fait proposer des solutions entre les organismes privés et vous pour voir comment régler la situation. Il faut faire une demande sur leur site internet. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat, mais c'est médiateur-crédit.banquefrance.fr. Et normalement, vous êtes recontacté donc, dans les 48 heures pour échanger, comprendre votre situation et ensuite le médiateur laisse 5 jours aux acteurs bancaires pour réagir et l'idée de trouver une solution convergente. Pour le chômage partiel, donc tu en as parlé, il faut en effet faire la demande, voir si on a la réponse et si on a la réponse normalement dans les 2 jours, mais à voir en fonction des délais, avec le paiement que du coup Sébastien mentionnait, 70% du brut ou 84% du net. On pose souvent la question, c'est sur l'assiette du coup des congés payés pour la base. Et ensuite, du coup, on a un décret de toute façon là qui doit arriver, donc il va peut-être changer les conditions. Pour le moment, on a une indemnisation qui doit arriver, comme tu disais, Sébastien, au bout d'un mois ou plus, mais qui va sans doute évoluer avec une prise en charge peut-être plus importante de l'État, sachant que là, on est à chaque fois sur 35 heures et qu'il y a certains cas qui sont exclus ou non sur l'éligibilité. Merci, Justine. Ouais. Non, tu avais terminé? Oui, vas-y, sur cette question-là. Alors, il y a une question posée par Clémence qui a été pas mal
pour lequel il y a eu plusieurs votes. Donc, concernant le gel des remboursements de prêts et cotisations URSSAF, il faut donc compter à M+6 une dépense de ces montants à payer en une fois où les paiements seront échelonnés. Alors, là-dessus, la réponse, on n'a pas de réponse définitive à apporter. Par contre, concernant à la fois l'URSSAF et les remboursements de prêts, c'est sûr que ça ne se fera pas en une fois. Personne ne sera capable d'absorber de tels niveaux de charge. Donc, concernant l'URSSAF, ce qui est le plus probable, c'est que ce que vous n'aurez pas payé, ce sera échelonné sur une durée probablement assez longue. Il y a des demandes qui ont été faites par les organisations patronales. Alors, je ne pense pas que ce sera qu'elles obtiendront un succès, mais ça vous donne des ordres de grandeur qui demandaient que l'échelonnement porte sur les 10 prochaines années. Alors, ce sera peut-être pas sur les 10 prochaines années, mais au moins sur plusieurs mois pour que, en sortie de crise sanitaire, finalement, la somme à payer soit pas trop importante. Et de la même manière, en ce qui concerne les crédits, il y a deux options, mais l'option qu'il faut essayer de favoriser, normalement, les banques devraient aller en ce sens. Si c'est quelques mois que vous n'avez pas payé, ce qui serait bien d'essayer de faire pendant ces mois-ci, c'est quand même de continuer à payer la partie intérêt. Par contre, pour le remboursement de capital, c'est simplement décaler la durée du prêt. Si votre prêt devait se terminer, mettons, en mars 2021 et que vous n'aviez pas payé pendant 4-5, pendant quelques mois, finalement, d'étaler d'autant la durée de remboursement. Mais en tout cas, pour vous rassurer là-dessus, a priori, le paiement ne sera pas en une fois. Le but vraiment, c'est de sécuriser la trésorerie et pas finalement de la mettre à mal avec des paiements énormes qui arriveraient en phase de sortie de crise. Alors, peut-être, est-ce que, Justine, tu avais d'autres questions en tête qui avaient été posées? Oui, il y avait une question notamment de Valérie qui demandait les aides disponibles pour une PME en restauration. Donc là-dessus, on va avoir pareil. Là, on est vraiment dans le cas d'une fermeture pour raison sanitaire. Donc, on va avoir un accès au chômage partiel pour les employés, là, qui est quasi certain, voire certain. Les décalages des URSSAF et impôts directs, donc on en a parlé. Éventuellement, en fonction de la taille de la structure, si on a moins d'1 million de chiffre d'affaires, on peut demander une aide aussi de 1 500 euros qui, elle, est faite financée par l'État et par les régions. Donc là, parce qu'il y a en effet une fermeture et moins d'1 million de chiffre d'affaires. C'est ensuite la possibilité de rééchelonner les emprunts bancaires comme on a vu. Donc ça, c'est les mesures qui peuvent s'appliquer à tout le monde avec des garanties de la BPI et faire ensuite appel à la BPI directement pour des prêts du type atout ou rebond et mobilisation des factures éventuelles. Je ne sais pas si on peut peut-être répondre aussi à la question de Stéphane qui dit que donc geler les dépenses, c'est possible, mais qu'en est-il du fait d'interrompre un contrat qui a déjà été signé? Donc c'est un point qui est très important. Attention, et effectivement, il ne faut pas qu'on se soit mal fait comprendre. Toutes les échéances, notamment toutes les factures fournisseurs qui vous ont déjà été émises en amont de la crise ou les contrats qui sont signés, vous êtes encore engagé dessus et vous ne pouvez pas simplement les geler. Donc c'est un point qui est important. Le gouvernement est encore intervenu sur ce sujet ce matin. Le but, c'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est qu'il y ait un effet boule de neige qui se mette en place, parce que si vous-même ne payez pas vos fournisseurs, eux-mêmes vont se retrouver dans le rouge, etc. Et ça peut vraiment créer un cercle qui soit vicieux. Nous, ce qu'on vous recommande par rapport à ça, c'est en termes les mesures, les gels de dépenses dont on en parlait ici, c'est principalement des dépenses soit institutionnelles, soit auprès de très gros acteurs, EDF, etc., qui sont capables, l'URSSAF, ils sont capables d'absorber un décalage de paiement des charges sociales. EDF peut être capable d'absorber un décalage de certains paiements. Si vous travaillez avec un de vos fournisseurs, plus particulièrement si c'est une TPE ou une PME et que vous ne le payez pas, eux-mêmes vont se retrouver dans le rouge et ça va, vous, de votre côté, vous risquez de perdre un fournisseur qui est stratégique et eux, ça va les mettre en difficulté. Donc, la préconisation qu'on peut vous faire par rapport à ça, après, les réalités sont complexes et souvent moins évidents, mais essayez de prioriser,
essayez dans la mesure du possible de continuer à payer vos fournisseurs, surtout lorsqu'il s'agit de petites et moyennes entreprises. Évitez de trop tirer sur les délais de paiement pour éviter des faillites de ce côté-là et vous mettre, et mettre tout le monde en difficulté de la même manière. Pareil, si un contrat est signé, vous pouvez voir avec eux si vous pouvez renégocier ce contrat, rompre ce contrat, mais ça peut pas être simplement une décision unilatérale. C'est à discuter avec votre fournisseur. Du coup, Sébastien ou Clément voulait peut-être répondre à une question d'Arthur qui disait emprunt action durable pour pérenniser l'entreprise. À voir du coup si c'est repoussé pour mieux sauter ou si c'est une action durable. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, le but les emprunts dont on parle ici sont des emprunts de trésorerie. En fait, vous allez faire, c'est vraiment un point qui est important de comprendre. Nous, ce dont on parle, les prévisions dont on parle sont des prévisions de trésorerie, pas des prévisions de compte de résultats. Comme vous le voyez, et c'était l'objet peut-être que Clément, tu peux remettre uniquement le scénario de base. Qu'on vous a proposé dans la GCAP, dans cet exemple, se dire si vous ne faites rien, de toute façon, vous ne pourrez plus payer vos salaires de mai et vous allez faire faillite. Donc à ce moment-là, oui, un emprunt, ça peut permettre de pérenniser l'entreprise le temps du confinement. Par exemple, si vous êtes un restaurant, que vous avez 0 entrée d'argent, un emprunt peut vous permettre de sortir la tête de l'eau jusqu'au moment où l'activité va redémarrer et ensuite vous serez en mesure de payer les échéances. Donc c'est pas une solution seule. Si la crise dure indéfiniment, si le confinement durait des années, ce serait bien évidemment pas suffisant. Par contre, ça peut permettre de pérenniser l'entreprise dans le sens où ça peut vous permettre de passer cette phase très compliquée sur laquelle vos entrées d'argent sont fortement restreintes avec des coûts qui malgré tout demeurent. Ok. Je pense que, comme la dernière fois, on va recenser les questions et essayer au maximum de répondre de manière individuelle post-webinar. Mais si ça vous va, la team, je vous propose, on a bien dépassé du coup d'arrêter là pour le webinar. Voilà. Peut-être deux choses, dernière recommandation par rapport à ça. Donc, on essaiera de prendre toutes vos questions individuellement et d'y répondre. Justine, tu peux rappeler le prochain webinar dans lequel on met en place une session de questions-réponses dédiée? Oui, bien sûr. Donc, du coup, ce sera demain à 11h30. Fred a partagé là, le lien dans le chat, sachant que du coup, ce sera l'occasion de reprendre aussi toutes les questions que vous avez posées en vous inscrivant à celui-là. Là, on n'a pas eu le temps de toutes les faire. J'ai eu le temps d'en faire que 2. Donc là, on commencera sans doute par ça et aussi par vous présenter ce qui est passé, ce qui a changé ce week-end, dont Sébastien faisait mention, ce qui a changé ce week-end en termes notamment de que ce soit de droit social, pour tout ce qui concerne ces mesures par rapport au Covid. Voilà, donc on commencera par ça. Et normalement, le décret sur le chômage partiel devrait aussi sortir aujourd'hui normalement. Si c'est le cas, on vous le présentera également pour vous dire un peu ce qui a changé, ce qui est vraiment passé. Encore une fois, pour différencier ce qui était un effet d'annonce et ce qui est réellement passé. Voilà, donc demain à 11h30, si vous avez des questions, des nouvelles questions, on y répondra avec grand plaisir. Et dans tous les cas, on vous fera une réponse sur les questions que vous avez déjà posées. Exactement. Et je me permets d'ajouter à ça que dans la suite du webinaire, cet après-midi, dans la foulée, vous allez recevoir un mail avec le replay, la documentation utilisée et aussi les différents liens, ressources qui ont été évoqués dans le chat si vous les avez ratés. Voilà, comme ça, tout sera compilé dans un petit mail. Et puis, voilà, si vous avez des questions spécifiques, on se retrouve demain et restez à confiants. 11h30. Allez. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.